Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Avant de commencer cet épisode, l'APRI tient à remercier son partenaire Gourou qui permet aux étudiants et étudiantes de l'association d'avoir de l'énergie tout au long de la session, donc merci Gourou. Lors du dernier épisode, j'ai reçu Justin et Olivier qui nous ont parlé du Canadien de Montréal et des enjeux qui gravitent autour de cette équipe en particulier, mais aussi dans le hockey en général au Québec. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison. Ben oui, déjà. Puis pour clore cette saison, je suis accompagnée de Jacob et Horis qui nous présentent aujourd'hui une super belle opportunité qui est offerte aux étudiants et étudiantes du BIAPRI, mais aussi aux étudiants et étudiantes qui s'intéressent aux relations internationales et la diplomatie en général, c'est-à-dire l'ASPEC. Donc, premièrement, bonjour les gars, comment ça va? Bonjour. Bonjour, ça va super bien. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes qui? Quelle année du BIAPRI? Si vous faites partie d'implications et autres, s'il vous plaît. Yes, je vais commencer. Moi, c'est Horis. J'ai commencé là, cet hiver là, au BIAPRI, fait que je suis à ma deuxième session. J'ai eu la chance de faire la SPEC cet été au Luxembourg. Incroyable expérience à répéter, 100%. Puis là, c'est ça, on est là pour présenter en général là, c'est quoi les simulations parlementaires, puis c'est quoi la SPEC en particulier, le Parlement européen, puis comment est-ce qu'on peut s'impliquer là-dedans au BIAPRI. Donc, pour ma part, mon nom, c'est Jacob Lavoie et je suis, comme Horis, le co-chef de la délégation de l'Université Laval pour la SPEC. Je suis présentement à ma 3e année au BIAPRI et je m'apprête à terminer théoriquement en hiver. J'ai aussi plusieurs autres rôles au sein de la SPEC. Donc, comme je l'ai dit, la co-chefferie avec Horis, mais j'ai aussi un poste d'adjoint pour le pôle recrutement et le pôle partenariat au sein du conseil de l'administration pour la SPEC. Horis, toi, t'es co-chef aussi, si j'ai bien compris? Oui, exactement. Okay. Mais c'est quoi que ça fait, co-chef? En fait, Jacob m'a approché au début pour que je sois chef de délégation pour justement notre délégation, une belle délégation U-Laval. Puis avec les différentes implications, avec les différentes implications qu'on a disponibles au BIAPRI, comme les missions commerciales, ben j'avais pas le temps. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Jacob, ça s'est jamais fait dans l'histoire de la SPEC, j'ai dit, Jacob, est-ce que tu serais ouvert à ce qu'on fasse une co-chefferie, puis qu'on prenne en charge différents aspects là, du rôle de chef? Fait que là, on en a parlé assez longuement, on s'est séparé les tâches, puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut exploiter les forces de l'un puis les forces de l'autre pour faire la délégation la plus unie possible. Fait que Jacob va s'occuper plus, en fait, il s'occupe plus du côté administratif, puis avec ses autres rôles, il s'occupe il s'occupe aussi des partenariats, puis justement du recrutement. Puis moi, je m'occupe là, vraiment plus du côté formation avec nos recrues de U-Laval, puis avec les formations que j'ai eues, là, des différentes simulations parlementaires, là, comme forum étudiant, puis maintenant la SPEC, ça nous permet de vraiment pouvoir avoir une offre complète. Donc, en d'autres termes, pour vous donner une idée, c'est comme on est le bon cop, bad cop de la co-chefferie. Donc, tout dépendamment de notre rôle, c'est à vous de décider c'est qui est le bon cop, bad cop. Si jamais vous participez à notre délégation pour 2024, donc c'est ça. Donc là, on parle un peu de l'ASPEC depuis tantôt, puis vous dites que c'est une délégation. Pouvez-vous nous expliquer plus clairement c'est quoi cette délégation-là de l'ASPEC? Ça veut dire quoi l'ASPEC, justement? Oui, donc l'ASPEC, si je peux détailler l'acronyme, c'est la simulation du Parlement européen, du Canada, Québec, Union européenne. Donc, SPEC, plus court. Et c'est une simulation qui existe depuis 25 ans et qui, en fait, a été fondée ici avec des étudiants de l'Université Laval. Je ne m'en rappelle plus exactement c'était quoi leur bac, sciences politiques, droit, etc., peu importe. C'est ça fait 25 ans que ça existe et comment ça marche, c'est que l'événement en tant que tel, qui dure environ une semaine, est en alternance entre le Canada et l'Europe, dans la communauté francophone de l'Europe à toutes les années. Et l'année précédente, où ce que moi et Horis, Ulysse, c'est le coprésident, désolé, de l'ASPEC, où ce que moi et Horis, on a participé à la délégation 2023 de l'Université Laval. Et à cette année-là, ça s'est présenté au Luxembourg. Et ça a été vraiment, vraiment intéressant. On a eu la chance de rencontrer plein de monde de délégations de la France, la Belgique, même des Marocains, ainsi que d'autres universités du Québec.
Donc, c'est ça. Là-dessus, c'était très, très, très intéressant. Cette année, puisque c'est en alternance, ça va être sur le campus de l'Université Laval. Donc, ça se peut qu'on le redise encore dans le podcast, mais on vous recommande de poster votre candidature, idéalement en janvier, pour avoir la chance de participer à notre délégation. Et donc, c'est ça. Pour venir un peu sur l'aspect en général, c'est vraiment une simulation, on pourrait dire, semi-parlementaire, semi-diplomatique. Okay. Parce que, voyez-vous, on représente deux des institutions au sein de l'Union européenne, qui est une organisation très, très, très complexe. Néanmoins, on représente deux institutions qui est en fait les co-législateurs, ça veut dire ceux-là qui approuvent tout ce qui est passé comme texte de loi. Donc ça inclut le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Et pour le Conseil de l'Union européenne, je vais laisser Horace l'expliquer un peu plus en détail. Yes. Pour le Conseil, là, en fait, le Conseil, ça va regrouper les États, c'est-à-dire les différents pays membres de l'Union européenne. Puis, dans l'aspect, là, chaque personne va pouvoir représenter cet État-là dans différentes commissions. Fait que moi, par exemple, je le représentais le Luxembourg quand on était au Luxembourg. Puis, je parlais d'économie et finances. Puis, ce qui est le fun avec l'aspect, c'est que vu que c'est une simulation, on n'est pas obligé là, d'être 100% sérieux, tu sais. Fait que moi, vu que je parlais d'économie et finances, Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Fait que je me suis un peu emporté à ce niveau-là. Puis, c'est ça m'a permis de faire des beaux discours, tu sais. Par exemple, juste donner ça rapidement, là. À un moment donné, je me suis fait traiter de corrompu. Parce que c'est ça, les autres jouent bien leur rôle aussi. Puis la Pologne m'avait traité de corrompu. Puis là, moi, je l'ai pas pris, tu sais, parce que c'est pas vrai. Je suis juste un paradis fiscal. Fait qu'à ce moment-là, j'étais ému, tu sais, fait que certaines larmes coulent, puis pour essuyer mes larmes, je sors 2 billets de 50 €. Oh my God! puis je m'essuie les larmes, là, devant le conseil qui a les yeux gros comme des 2 piastres, pas comme des 2 €. Puis non, ça permet vraiment de faire des affaires un peu plus funky, là, qu'on ferait pas généralement dans un contexte professionnel diplomatique, là. Toi, Jacob, tu peux-tu nous parler de ton expérience de la dernière délégation? Oui, tout à fait. En fait, moi, pour ma part, j'avais aussi un rôle dans le Conseil de l'Union européenne parce que, pour mettre un peu plus de détails sur son fonctionnement, il y a 10 formations de ministres de tous les États membres qui se regroupent au sein du Conseil de l'Union européenne. Et donc, comme l'exemple pour moi, c'était dans la formation des affaires étrangères. Donc, je faisais en semblant d'être le ministre des Affaires étrangères de la Finlande. Okay. Donc, c'est ça. Et pour donner un peu plus sur mon sujet spécifique, dans cette formation-là, à ce moment-là, le texte qu'on allait approuver et modifié aussi parce qu'on est un co-législateur, c'était sur la crise énergétique et comment on peut améliorer ou optimaliser la sécurité énergétique pour l'Union européenne. Parce que avec le contexte des agressions de la Russie en Ukraine, ça a fait en sorte qu'un gros débat est ressorti, une grosse urgence énergétique est ressortie de l'Union européenne sur comment on fait pour s'assurer que du jour au lendemain, on se réveille de chez nous et qu'on n'a plus d'électricité ou on n'a plus de gaz ou peu importe pour faire marcher nos véhicules. Donc c'est ça, c'était un gros enjeu comme ça et bien sûr, là, il y a eu des questions classiques comme est-ce qu'on devrait investir plus dans le nucléaire, etc., etc. Puis là, il faut faire vraiment attention aux nuisances, tout ça. Et pour vraiment vous donner un résumé du Conseil de l'Union européenne, c'est vraiment comment les États perçoivent les choses. Et c'est un côté un petit peu plus diplomatique que le Parlement européen. Okay. Parce que ça, c'est vraiment des relations internationales. C'est vraiment tout ce qui est très formel, même si on peut bien sûr faire des très beaux personnages comme Horace a pu nous présenter durant l'activité. Mais c'est sûr et certain que des personnes qui avaient un petit peu plus mon approche à moi avaient peut-être un petit peu plus moins de personnalité forte. Mais c'est ça, c'est pourquoi me recréer un peu, c'est quoi un vrai événement comme ça, une vraie réunion comme ça.
Tu as parlé du Parlement européen. Est-ce que c'est aussi une institution que représente l'aspect? Est-ce que tu as une simulation justement du Parlement européen ou ça se concentre juste sur le Conseil de l'UE? Oui, en fait, comme le nom de la simulation, c'est la simulation du Parlement européen. De ce que j'ai compris, c'est vraiment cette institution-là qui a commencé la simulation. D'accord. Et là, éventuellement, ils ont rajouté le Conseil de l'Union européenne pour que ça soit un peu plus accurate. Parce que, comme vous allez comprendre, il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre les deux institutions, parce que c'est des co-législateurs. Ouais. Il y a beaucoup de communication. Et c'est ça, le Parlement européen, c'est vraiment intéressant parce que pour ceux-là qui s'apprêtent ou qui ont déjà fait le cours sur l'administration publique, etc., je vais faire un peu référence à la théorie ascendante. Donc, le New Management Public, je pense que ça s'appelle, où on implique les citoyens, les personnes considérées plus bas dans l'hierarchie de l'autorité, ceux-là qui s'occupent d'appliquer les lois et les normes. Le Parlement européen, c'est un peu cette solution-là européenne, où on demande à suffrage universel direct à tous les citoyens de l'Union européenne de voter pour des représentants au Parlement. Puis habituellement, ces représentants-là se regroupent en partis qui sont généralement déjà existants dans les pays membres. Donc, on peut parler du Parti social et démocrate, où on a eu plusieurs de nos anciens membres de délégation qui faisaient partie de cette formation-là. Et c'est ça, c'est vraiment du monde des eurodéputés, qu'on les appelle, qui accueillent en premier toutes les propositions de la Commission, parce que c'est comme ça marche dans l'Union européenne. C'est la Commission qui propose un texte de loi et ça passe en première lecture au Parlement européen. Okay. Et ça inclut aussi le budget, etc. Ceux-là qui ça les intéresse et qui n'ont pas encore fait le cours d'institution internationale, ne vous inquiétez pas, vous allez en parler en long et en large. C'est en fait, je pense, un module au complet. Donc, ça, c'est côté plus Parlement européen. Et comme vous pouvez le constater, dans la façon dont je l'explique, une première lecture au Parlement européen, les eurodéputés qui sont un petit peu plus cocasses, un peu plus des personnalités fortes en général, comparément au Conseil de l'Union européenne, parce que le Conseil de l'Union européenne, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de caractère de diplomatie, mais dans le Parlement européen, ça peut être un concitoyen dans les pays membres de l'Union européenne qui a envie de se représenter, par exemple, pour l'extrême droite ou l'extrême gauche, et qui peuvent sortir des discours très spéciaux, mettons, très... comment je pourrais dire... extrême? Okay. Non, mais plus radical ça. un peu. Oui, un peu plus radical, mais bien sûr, ça ne représente pas la vraie opinion de la personne. C'est la personne qui, bien sûr, simule la position du parti. Mais quand tu participes à la délégation, là, dans le fond, est-ce que tu es autant en collaboration avec le Parlement? Parce que là, je ne suis pas certaine de comprendre. Là, je sais que vous étiez dans le Conseil de l'Union européenne, mais est-ce que vous travaillez quand même un peu en collaboration avec la simulation du Parlement ou pas du tout? Oui, exact. Ben oui. En fait, c'est pour faire ça simple, là, c'est comme un... Imaginez-vous une pyramide, là. Okay. Au-dessus, il y a le Conseil de l'Union européenne, dans le cadre de la simulation, là. Tu as le Conseil de l'Union européenne qui vont travailler sur un texte que le Parlement européen, après, va devoir analyser, puis va devoir se débattre certains amendements, débattre certaines dispositions. Ah, excuse-moi, petite précision, je pense que tu voulais dire la commission. Oui, excuse-moi, la commission. Puis, en fait, c'est ça, la hiérarchie, en fait, c'est juste, on a le conseil, puis après, la commission, puis après, on a le Parlement. Fait que le Parlement, vraiment, c'est un affaire qui est politique. Fait que comme Jacobi dit, là, vraiment, on a des discours là, qui sont un peu plus flyés, un peu comme les miens, tu sais. Fait que, mais ça dépend des conseils. Fait que ça dépend des gens aussi qui participent à la simulation. Mais si vous voulez une expérience qui est plus haute en couleur, qui est plus vraiment flyée, allez dans le Parlement européen. Parce que dans le conseil, il y a beaucoup de review de textes. Puis ça se fait absolument là, faire plus un personnage. Puis moi, ça a très bien réussi dans mon conseil. On était plusieurs à faire ça. Puis c'est incroyable parce qu'au lieu de représenter un parti, puis une idéologie, on représente un pays. Fait que c'est vraiment plus large, puis ça donne plus de latitude. Tu sais, c'est comme si chaque pays a une personnalité. Fait que, ouais. Puis t'es un peu plus à ton compte quand t'es le Conseil de l'Union européenne parce que t'es techniquement un représentant de ton pays dans la formation que tu es. Tandis que le Parlement européen, vous êtes peut-être 5,
10 qui doivent tous partager un à un leur discours, comme Horace dit, de couleur. Donc, c'est ça. Puis, en termes, comme tu parlais justement de comment les deux fonctionnent ensemble, il y a un côté un peu plus formel où ce que un amende le texte, l'envoie à l'autre, et c'est un give and go entre les deux, jusqu'à temps qu'il y ait la troisième lecture, où ce que s'il y a encore des amendements ou des choses que les deux ne s'entendent pas ensemble, c'est là où ce que il y a comme un comité spécial de représentants des deux institutions qui viennent ensemble trouver une nouvelle solution, puis que là, c'est reproposé une dernière fois. Si ça marche pas, paf, le texte tombe. Il n'est pas adopté. Mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a le côté plus informel entre les communications des deux institutions. Et ça, on appelle ça les trilogues. Pour ceux-là que ça les intéresse dans les cours, puis plus tard, s'ils veulent faire des cours ou participer justement à une délégation, la trilogue, en gros, c'est justement les représentants de ces deux institutions-là qui meet up ensemble et qui vont essayer de trouver les amendements à l'avance, ainsi pour éviter de faire tout le rebondissement dans les lectures, puis d'adopter plus rapidement le texte. Puis là, ça enlève des coûts, ça enlève des délais, ça enlève des désaccords, d'autres trucs, etc. OK. Merci. Moi, je voulais savoir, dans le fond, tu sais, on a beaucoup de simulations qui sont offertes aux étudiants du BIAPRI. Là, je parle de la SNUL, le temps, la CIFNUL. Il y en a probablement d'autres que j'oublie même. Des UAL, là, ça vient de me popper dans la tête. Comment vous avez trouvé cette simulation-là, dans le fond? C'est comment que vous avez eu accès à l'action, puis à l'information, pardon. Puis, c'est quoi aussi qui vous a dit comme « Hey, go, je fais cette simulation-là ». Ouais, ben, je vais être honnête avec toi, là. Moi, vu que je suis rentré à l'hiver, la SPEC, c'était la seule qui était encore ouverte à l'hiver. Fait que c'est vraiment pour ça que je suis rentré dedans, parce que je cherchais une implication, je cherchais une simulation parlementaire, vu que je sortais du forum étudiant à l'Assemblée nationale, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Je voulais prolonger ça, concrétiser ça avec une autre expérience plus diplomatique, vu que j'avais déjà fait le côté politique. C'est pour ça que je suis allé vraiment vers le conseil, tu sais. Puis la SPEC, où ça se place dans où on trouve ça, moi j'ai trouvé ça dans des publications de notre VP Communication. Fait que c'est vraiment là-dessus que je l'ai trouvé. Puis la SPEC, c'est vraiment pas connu parce qu'on est revenu l'année dernière de plusieurs années de pause après la pandémie. Fait que là, ben, Jacob puis moi, on restart ça un peu plus, là, on y va plus pour repartir la machine, puis on travaille là. Ce qui est le fun avec la SPEC, c'est qu'on travaille directement avec des gens de l'autre côté de l'Atlantique. Fait qu'on travaille directement avec l'Europe pour faire justement, tout coordonner ça, là, notre simulation. Maintenant que c'est nous, cette année, qui accueille, fait qu'on va recevoir là, plus de 150 là, Européens qui vont venir à l'Université Laval puis à Québec. Ah, c'est beau, c'est le fun à savoir. Oui, c'est ça. Puis c'est du monde de l'Italie, du monde de la Belgique, des francophones, là, ou des fois c'est la français langue seconde, puis il va y avoir des Allemands aussi. C'est vraiment cool. C'est cool. C'est ça, c'est de la francophonie, mais aussi les francophiles qui peuvent s'intéresser à cette simulation-là. Et bien sûr, juste pour le rappeler, les grosses valeurs de cette simulation-là, c'est non seulement tout le côté durabilité, en termes de comment on peut faire attention puis d'appliquer des normes environnementales dans nos activités, mais aussi c'est très apolitique, où ce qu'on ne veut pas promouvoir nécessairement une façon de penser politiquement, même si on les représente. Ouais. Donc c'est ça, c'est de dissocier vraiment la réelle promotion de ces pensées-là de nos activités. Puis aussi, le plus important, la francophonie, le désir de s'exprimer en français. Ça, c'est une des plus grosses valeurs, je dirais, qui a ressorti de cette activité-là. Mais pour ma part, qu'est-ce qui m'a intéressé à faire la SPEC, ben c'est justement notre ancienne chef de délégation qu'on a pris son poste, Émilie Pilon, Charlotte Émilie Pilon. On lui dit salut. On lui dit salut. C'est elle qui avait fait une publication dans les groupes du BIAPRI Facebook. Okay. Et j'ai vu que, une autre opportunité des simulations, parce que j'en ai vu passer, qui, comme Maurice vient de le mentionner, la majorité d'entre eux, le recrutement se font en automne. Moi, ça n'avait pas à donner l'automne passé. Et quand
en janvier, ou je pense que c'était un peu plus tard en hiver que c'était apparu. Janvier, février, ouais. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là, j'ai fait, je vais me tenter. Je vais me tenter. J'adore la diplomatie. J'ai l'impression que je suis un biaprice, beaucoup plus centré sur les affaires internationales. Oui. Donc, c'est ça, quand je voyais le côté plus, c'est un côté plus parlementaire, diplomatique, qui est moins centré sur le Canada ou le Québec seulement. Oui, les États-Unis, on en parle beaucoup justement avec la SNUL. Là. C'est beaucoup les États-Unis qu'on a comme point de mire. Là. Non, exactement. Puis c'est ça, j'avais aussi fait l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique. OK, oui. Puis ça aussi, c'est beaucoup centré de ce côté-là. Fait que le fait que c'était transatlantique, un peu comme événement, ça m'intéressait énormément. Donc c'est ça. Ton opinion par rapport, mettons, à la comparaison entre l'OEA puis l'UE, c'est sûr que tu as dû apprécier les deux, mais y a-tu, mettons, des affaires que tu as préférées dans une, dans l'autre? C'est une très bonne question. Écoute, de ce que j'ai compris de ce côté-là de la simulation, j'espère que c'est encore que ça marche encore aujourd'hui, parce qu'il était aussi dans une période de transition depuis la pandémie. Donc, quand moi, j'ai recommencé cette simulation-là, cette délégation avec les autres, il y avait aussi beaucoup d'adaptation, d'improvisation, etc. Okay. sur le tas. Donc, j'ai l'impression, en termes d'organisation et tout, j'ai préféré un petit peu plus l'Union européenne. Et c'est aussi en termes de sujet, parce que j'ai l'impression que, justement, avec déjà les recherches que je faisais dans mes cours, etc., j'ai l'impression que j'étais plus rattaché à ces enjeux-là. Et encore aujourd'hui, si vous faites mes travaux en ce moment dans mes cours de droit de l'Union européenne, politique de l'Union européenne, ça donne les deux cours cette session-ci, je ne parle que de ça. Là. Ça m'inspire énormément. C'est une passion quasiment. Là. Ouais. Mm-hmm. Ouais. En terminant, là, parce que le premier segment de l'émission achève, je voulais savoir, là, on a parlé plus de l'Union européenne puis, en soi, puis un peu de la délégation. Pendant votre délégation l'été passé, y a-t-il des choses que vous avez apprises sur l'Union européenne qui vous ont comme surpris ou que vous avez vraiment comme apprécié d'apprendre ou même ça vous sert encore aujourd'hui? C'est quoi, mettons, un peu l'apprentissage que vous avez fait par rapport à l'Union européenne, mettons, pendant cette délégation-là? Il y a plusieurs choses là, qu'on apprend sur l'Union européenne en général là, par cette application-là. Mais moi en particulier, j'en ai beaucoup appris sur le Conseil. Parce que, en tout cas, ça s'entend, Jacob, c'est un passionné de l'Union européenne. Moi, j'aime beaucoup ça, la diplomatie, mais j'aime beaucoup aussi le commerce, puis tout ce qui est négociation, puis ce volet-là là, des relations internationales. Puis j'ai trouvé que d'avoir différents textes, que je savais pas qu'il y avait au Conseil de l'Union, qu'on pouvait séparer en différents textes, différents sujets. Moi, je représentais dans le fond le ministre des Finances. Puis comme j'avais dit plus tôt, c'était commerce international, le texte que j'étudiais. Fait que là, c'était super le fun d'apprendre sur les politiques, là, les différents tarifs qu'on impose à chaque pays. Puis comment que ça... Parce que c'est surtout le côté humanitaire, comment que ça influence la population là-bas. Parce que là, quand moi, je débattais avec la Pologne, moi, j'ai une population, je dis, moi, je suis de Luxembourg, par exemple. J'ai une population où les gens sont riches, on se promène. On était au Luxembourg, je me promène, je vois des chars, des Lamborghini, tu sais. On voit des annonces dans les fenêtres, des appartements à 4 millions d'euros, tu sais, c'est incroyable. Puis, pendant ce temps-là, je parle avec le gars de la Pologne, qui lui aussi était très coloré, qui avait mis un casque de poil sur la tête à certains moments. Ouais. Puis lui me dit que, tu sais, sa population a de la misère à manger à cause des tarifs que l'Union européenne lui imposerait, tu sais, puis les différentes les subventions qui vont pas avec ses industries à lui, par exemple. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment que ces politiques-là ont un impact sur les gens directement, puis sur différents pays toutes plein de manières différentes. Moi, j'avais des affinités avec l'Irlande parce qu'on était deux paradis fiscaux. Fait qu'on on se tenait ensemble, tu sais. Mais vraiment, ça permet de voir comment tous les États de l'Union européenne vont ensemble. Puis c'est ça que j'ai appris le plus, là, la relation entre eux. Toi, Jacob? L'équipe des paradis fiscaux. Mais je dirais pour ma part, non seulement à un niveau plus personnel puis d'interaction
avec les personnes là-bas. Donc, comme Horace vient de le mentionner, de voir comment ces politiques-là qu'on simule, mais qui sont quand même très pertinentes dans cette session-là, comment il peut impacter la vie des gens là-bas qu'on a rencontrés. Puis aussi de voir toutes leurs perspectives ultra différentes, puis de juste s'ouvrir de façon très générale sur la vision européenne, même si on ne peut pas tout regrouper ces millions d'habitants dans la même pensée politique, etc. Loin de là, il y a l'eurosceptisme, etc., toutes des questions d'enjeux nationaux plutôt que de régional de l'Union européenne. Fait que ça, c'est tout de voir de ce côté-là plus personnel, expérimental, mais aussi de le relier à tellement de points qu'on aborde un petit peu plus au niveau théorique dans nos cours. Donc, je parle ça me fait penser au régionalisme, à mon cours des questions de la gouvernance en Arctique, parce que l'Union européenne s'implique de plus en plus dans ces enjeux-là. Okay. C'est ça, il y a plein de liens pour un très intéressé des affaires internationales comme moi, de voir justement être simulé dans un événement comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis l'Union européenne, on apprend toujours. Je le dis tout de suite, c'est tellement complexe, il y a tellement de sujets, de choses, on n'a juste pas le choix de toujours apprendre, même après une simulation comme celle-là. Horace, lui, il parlait que c'était plus le commerce international là, qui le passionnait. Toi, c'est plus la politique, j'imagine, ou politique, pas nécessairement? En général, certains sujets un peu plus précis, comme l'énergie, le transport, ou mettons les droits de la personne, etc. Okay. Un gros bassin, mais surtout ce qui est tous affaires étrangères, relations internationales. J'aime vraiment, j'ai un esprit très analytique et j'aime beaucoup voir comment les États interagissent entre eux, que ça soit des États européens ou non. Puis aussi de voir comment les institutions comme l'Union européenne viennent influencer ces relations-là. Je pense que c'est de plus en plus mon domaine un peu plus spécial. Super, ben merci. Dernière question avant la pause rapidement. Tu sais, au Biapri, on a 3 disciplines. On a la science politique, l'économie, puis le droit. Là, je sais que l'économie, Horace, il a quand même démontré qu'on pouvait l'appliquer. Sciences politiques, vous l'avez démontré quand même beaucoup. J'imagine que la réponse, ça doit être oui, mais est-ce que vous avez quand même utilisé vos notions des cours de droit dans votre délégation ou pas du tout? Oui, absolument. Ben, je vais en parler après, par le deuxième segment, là, de comment est-ce que ça nous touche, nous. Comment est-ce que ça touche les étudiants, puis le Biapri, mais surtout les étudiants en général, puis comment est-ce que, pour le Biapri, c'est un outil qui est crucial, là, que ce soit l'aspect ou que ce soit les autres simulations parlementaires. Souvent, notre première année, on va avoir des cours qui sont plus généraux, puis c'est là qu'on va trouver dans nos implications, puis dans les cours spécifiques qu'on va choisir plus tard, c'est là qu'on va trouver notre aire spécifique. Ouais. C'est quoi qui nous passionne dans les relations internationales? Le droit, pour revenir à ta question, était très utile là, parce qu'on travaille sur des textes. Okay. C'est sûr qu'on lit pas tout le temps toute notre juriste, ouais. Mais là, on est obligé de la lire. On est obligé de lire nos contrats, on est obligé de lire ces textes politiques-là, même s'ils sont super longs, parce que c'est là qu'on voit les impacts réels. Puis personnellement, je suis pas un passionné de droit. Puis je suis plus un passionné de vraiment, c'est ça, d'entrer en contact avec les représentants des autres pays, puis de faire preuve un peu de relativisme par rapport aux différentes manières de voir, puis de comprendre ces manières de voir-là. Mais le droit, c'est un excellent outil pour ça. Parce que là, on le voit dans le texte, comment est-ce que ces politiques-là, ils se traduisent, que ce soit d'un côté économique ou politique. Puis c'est vraiment super pertinent, là, comme on avait parlé plus tôt. Si je peux rajouter sur ce qu'il vient de dire par rapport au droit, je pense que le droit de l'Union européenne, plus spécifiquement, c'est le droit où ce que tes connaissances politiques vont être les plus utiles. Si je compare maintenant avec d'autres cours qu'on doit faire au Biapri, droit constitutionnel, international, la politique va être un des backgrounds les plus utiles là-dedans. On l'a vu durant la simulation. Puis personnellement, de mon côté, peut-être vous allez entendre ces façons de parler dans le Biapri, si vous êtes des nouveaux dans le programme, c'est que tout le monde sort une espèce de ranking list entre les 3 disciplines. Donc,
quelle discipline que je me sens plus compétent, quelle discipline qui est plus intéressante. Puis ça marche pas tout le temps ensemble, ces deux-là. Puis je dirais pour ma part, le droit, c'est un peu ma bête noire, Okay. ma bête grise, où ce que j'ai eu un petit peu plus de difficultés relativement aux deux autres disciplines. Mais n'empêche que c'est très intéressant. Puis justement, je pense, grâce au droit de l'Union européenne, puis comment le côté politique est important. Puis je le vois en ce moment dans mon cours sur le droit de l'Union européenne. C'est là où j'ai l'impression que le droit s'applique un peu mieux, le droit, mais un peu plus naturel. Super. Ben, merci beaucoup, les gars. Sur ça, on va aller faire une courte pause et revenez-nous après la pause. On va parler de comment se préparer à la délégation, puis on va continuer aussi sur le sujet de l'aspect en général. Donc, on se dit à bientôt à priori. Vous êtes de retour à priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Jacob et Euris qui nous présentent aujourd'hui l'ASPEC. Donc, dans le premier segment de l'émission, on a parlé de l'Union européenne, puis les institutions que l'ASPEC représente. Donc, pour la prochaine partie de l'émission, on va se concentrer plus sur la préparation, mais surtout ce que ça implique la délégation quand on s'embarque là-dedans. Donc, Henri, je pense que tu voulais poursuivre là-dessus. Oui, vraiment. En fait, on s'est concentré plus sur l'aspect en général. C'est quoi le Parlement européen? C'est quoi le Conseil de l'Union européenne vers le début de l'émission? Puis là, ça me tenait à cœur de vraiment parler aux étudiants directement, de dire c'est quoi que ça implique pour vous. Parce que on le sait tout, chaque simulation est différente. Puis c'est pas juste l'organisation qui fait que c'est différent, c'est vraiment la façon que ça se déroule. Puis là, l'aspect, c'est vraiment super pertinent pour pas juste d'un côté professionnel, parce que oui, ça paraît bien dans un CV, ça apparaît bien surtout du côté des études. Fait que comme je l'ai dit, comme Jacob l'a dit aussi, au Biapri, on a tout un profil. Puis un profil personnel, là, pas nécessairement académique. Tu voulais rajouter de quoi? Non, mais je pensais que tu parlais des profils du Biapri. Là. J'étais comme, non, on n'a pas tous de profils, mais non. continue. Non, je parle de profil personnel, exact. Puis, il y a tout quelque chose qu'on préfère, que ce soit dans nos trois disciplines ou dans un mélange des trois. Comme moi, par exemple, c'est comme j'ai dit, c'est le côté négociation, puis plus... que pas vraiment l'économie, mais côté commerce, puis côté relation. Exactement. Puis ça permet de se spécialiser puis de trouver ce qu'on aime puis où on veut poursuivre pour la maîtrise. Puis souvent, on se pose beaucoup de questions là, par rapport à la maîtrise au Biapri parce que ça ouvre beaucoup de portes. On peut faire l'MBA si on veut, avec une petite scolarité préparatoire là, à peine. On peut faire études internationales avec toutes les disciplines que ça apporte, que ce soit commerce, là, relations internationales ou développement. Puis c'est vraiment pertinent de faire une simulation à ce moment-là parce que ça nous apporte des outils en discours, ça nous apporte des outils en analyse là, qui sont vraiment bons pour le marché du travail aussi. Bien, moi, je parle d'un point de vue extérieur parce que j'ai pas fait de simulation. C'est sûr que c'est mon but avant la fin de mon bac, mais ce que je trouve pertinent des simulations, c'est que, tu sais, dans les cours de bac, on n'a pas de stage obligatoire comme certains baccalauréats. Puis je trouve ça comme pertinent d'avoir des opportunités pour mettre en application ce qu'on voit. Tu sais, dans des stages, mettons, parlementaires ou autres, c'est super pertinent, mais ça va être beaucoup l'aspect politique. Tu sais, je pense à la page à l'Assemblée nationale ou même un stage dans la fonction publique ou autre. Ça, je trouve ça vraiment pertinent, le fait que ça nous permette de mettre en application autant le droit que la politique, puis même nos connaissances en économie. Là. Moi, je trouve ça vraiment beau. Oui, si je peux rajouter là-dessus, quand tu parlais de stage, en fait, je mise beaucoup sur mes compétences puis ma présence à l'ASPEC pour potentiellement chercher un stage dans la fonction publique, peut-être pour le ministère des Relations internationales.
knock on wood, j'aimerais vraiment ça. Puis ou sinon, les autres émissaires qui sont intéressés dans des questions internationales. Je pense notamment sur l'émissaire en environnement. Puis c'est ça, mais pour ajouter aussi un peu plus sur le côté académique, donc oui, c'est sûr qu'en termes de stage, puis les simulations, non seulement c'est pas obligatoire, c'est vraiment à la discrétion de la personne et il n'y a pas de stage obligatoire à ce jour dans le BIAPRI. Donc si vous nous écoutez quelques années plus tard, ça se peut que ça a changé, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, c'est... rémunéré au moins. Oh oui! Ah, politique! Ouais, mais en tout cas, puis aussi, je voulais rajouter que l'ASPEC, ils ont une entente avec le Parlement européen et ils sont listés dans les simulations, les événements du haut patronage, je pense que ça s'appelle, et ça permet d'ajouter une crédibilité académique de la simulation, ce qui fait en sorte que ça rend l'ASPEC très possible à faire accréditer pour des crédits dans le BIAPRI. Donc, en ce moment, je suis en train de faire les procédures grâce à Léonie qui m'a donné le formulaire par rapport à ça, qu'on peut justement soumettre avec l'Université Laval. Et eux, avec les heures qu'on aura fournies pour faire la délégation, etc., ils vont être en mesure de dire « OK, tu as droit à tes crédits pour ça. » Et c'est comme considéré comme une expérience académique encadrée. Puis le fait que c'est dans le haut patronage, ça rend la chose force d'autorité. Oui, exact. Puis en plus, il y a beaucoup d'universités européennes là, qui font déjà un cours crédité avec l'ASPEC. Ouais. C'est pour ça que des fois, il y en a qui arrivent... si vous faites l'ASPEC avec nous, inquiétez-vous pas, les Européens souvent sont très bien préparés. Mais eux, c'est parce qu'ils ont des crédits là-dessus puis ils passent une session là-dessus. Fait que faut pas stresser avec ça. Justement, là, dans ce que ça implique, là, vous l'avez fait l'an passé, puis là, tu me dis, vous m'avez dit dans le fond que ça demande de lire des textes, ça demande certaines affaires. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est justement, là, tu parles d'heures pour se faire créditer. Souvent, quand on se fait créditer quelque chose, c'est autour de 135 heures. Donc, je voudrais savoir l'implication en nombre d'heures, ça ressemble à quoi? Oui, je vais y aller. En fait, le crédit, ce que Jacob parlait avec se faire créditer, lui, c'est vraiment plus parce qu'il fait la co-chefferie avec moi. Puis, il est aussi là, dans les deux pôles, pas communication, par contre, mais recrutement, puis... partenariat. Exactement. Fait que ça lui permet d'accumuler ces 135 heures-là. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas 135 heures à mettre dans la spec. Puis, le côté texte, là, je vous mentirai pas, moi, j'ai pas tout lu, mon texte, OK? Puis, c'est important de savoir de quoi tu parles, puis c'est important de connaître les différentes parties du texte, mais on va passer par-dessus dans le conseil, par exemple, de toute façon. Parce qu'après tout, c'est une simulation, là. On n'est pas là pour passer 40 heures par semaine à faire du travail de bureau, là. On est vraiment là aussi pour avoir du plaisir, puis... Pour apprendre. Ben oui, puis pour interagir avec toutes les différentes cultures qui sont là. Fait que c'est vraiment ça l'important, là. Exactement. Peut-être pour rajouter une petite anecdote par rapport à prendre le temps de connaître les autres. J'ai rencontré tellement d'Européens et de Québécois des autres universités là-bas avec des beaux backgrounds vraiment inspirants. Et on avait plein de conversations hyper intéressantes sur des tables hautes. Parce qu'à chaque fois que c'était l'heure d'aller dîner, d'aller souper, malheureusement, les locaux de l'université où on était, il y avait juste des tables hautes. Donc, il fallait debout. Des tables bistrot, là. C'est ça, pendant tout le long. C'était vraiment bizarre de dire « je suis content d'être de retour dans ma chaise, que je vais passer 2, 3 autres heures aujourd'hui en train de débattre avec mes collègues, comparément à rester debout pendant les dîners puis les soupers. » Côté préparation et implication, on a parlé avant la pause du fait que les cours de droit vous ont été utiles. Est-ce que vous jugez qu'il y a certains cours qui seraient nécessaires à avoir pour participer à l'ASPEC ou pas nécessairement? Absolument pas. En fait, j'ai fait l'ASPEC, puis je me suis inscrit à l'ASPEC justement à ma première session d'université. Puis ça a fait en sorte que quand je suis allé dans la simulation, oui, j'avais derrière moi déjà des expériences en politique puis en simulation parlementaire,
Puis j'avais déjà c'est sûr, j'avais des connaissances en négociation puis des trucs comme ça. Mais ce qui est cours d'université, j'avais rien. Tu sais, j'avais mes petits cours de base de politique, là, ouais. Exactement, puis d'économie. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Puis j'encourage vraiment, là, je parle à mes premières années en ce moment, là, je vous encourage à faire la spec. Parce que moi, ça m'a motivé, puis ça m'a réconforté avec le biais-prix. Parce que le biais-prix, c'est pas facile. C'est pas facile. On va dire, c'est pas facile. Je regardais les indices là, de difficulté des bacs, puis on est le bac le plus difficile en sciences sociales à part droit. Puis on est coté en niveau de difficulté puis en indice de force plus haut que la majorité des banques en génie. OK, quand même. Ça, je le savais pas. Non, je regardais ça ce matin, puis c'est vraiment, moi aussi, j'étais surpris, mais ça vient avec la pluralité de nos compétences. Ça vient avec nos 3 champs d'études, parce que c'est difficile, il faut qu'on pense d'un côté horizontal, pas juste tout droit. Juste la manière d'approcher la matière, c'est différent. Là, exactement. Ça, c'est le coût de transition. C'est le coût de transition entre les disciplines, parce qu'il faut se le rappeler que quand on va dans un cours... avec ou sans des autres biais-prises, on est avec majoritairement d'autres personnes qui sont exclusivement dans cette discipline-là. Donc, eux, ils ont une certaine mentalité qui n'a pas besoin, justement, de transitionner entre ces disciplines-là. C'est ça, ils réfléchissent en politologue, en économiste ou en juriste. Fait que nous, il faut vraiment qu'on navigue là-dedans puis qu'on compétitionne avec ça. Puis c'est pour ça que vraiment, quand je parle avec aux premières années, la raison pourquoi je dis que ça réconforte avec le biais-prix, c'est que ça nous permet de voir où ces 3 disciplines-là se rejoignent. Puis comment ils se rejoignent, puis comment est-ce qu'on peut y aller faire le pas d'après vers la maîtrise. Il y a comme une certaine rumeur qui arrête pas d'être sortie depuis que moi je rentre au bac, puis je sais que ça existait avant, le fait que le biais-prix, il n'y a pas d'avenir là-dedans et tout, là, puis que ça ne servira à rien d'avoir. Puis je pense que ça, de la manière que vous nous en parlez, c'est que ça permet justement de voir que non, tu peux t'en servir les 3 en même temps, c'est possible. Tu peux même le mettre en application pendant ton bac. Exact. Exact. Et l'aspect, comme Maurice vient de dire, est un excellent exemple de ceci. Ouais. Y a-t-il d'autres implications, mettons, que ça... Tu sais, là, on a parlé, mettons, un peu Voyons, on a parlé un peu de les implications côté cours, côté académique, mais y a-t-il d'autres implications que ça demande? Ou... Oui, côté cours, côté académique, c'est pas mal tout pour pour l'aspect, là. Vraiment, il y a le côté des rencontres hebdomadaires. Ouais. C'est quelque chose qu'on a changé aussi, Jacob et moi. Là. J'ai vraiment poussé pour changer ça, personnellement. Avant, c'était des rencontres à chaque semaine, puis on les faisait en ligne. OK. Parce que c'était difficile de trouver une disponibilité où chaque personne était disponible. Cette année, on change ça. Okay. C'est une fois ou 2 semaines qu'on se rencontre. On se rencontre 1 heure et demie en vrai. Okay. Je donne les formations pour tout ce qui est discours puis formation de négociation parce que c'est ça qui est le plus pratique. Là. Je vous montrerai pas à lire des textes, vous le voyez dans vos cours. On le voit dans les cours. Exactement. Fait qu'on se concentre vraiment sur... Je vais vous demander comment vous voyez ça, comment ça va, puis comment est-ce que vous voyez l'aspect, c'est quoi vos défis, puis ça va être un accompagnement personnalisé pour que tout le monde soit bon, rendu là-bas. T'sais, j'ai eu la chance d'avoir des ateliers avec des doctorants là, de la Fondation Jean-Charles Bonenfant quand je faisais mes autres simulations parlementaires. Puis c'est des outils que j'ai vraiment hâte de transmettre là, aux gens qui vont être dans notre délégation. Là. OK. Y avait-il d'autres choses que tu voulais ajouter, Jacob? Ou... Oui, bien, en termes d'implication autre que le côté plus académique, puis durant la simulation, je dirais que, bien sûr, comme toute autre association parascolaire qui participe à un événement comme ça, parce que notre délégation, c'est une association parascolaire. Ça implique du financement. Donc, ça veut dire de faire des collectes de fonds, d'aller chercher des partenariats, d'envoyer des courriels aux députés, etc., etc. Donc, il y a un côté un petit peu plus financier. Puis, pour ceux-là que ça les intéresse, si jamais vous voulez... participer à une autre délégation que la nôtre ou notre délégation pour l'ASPEC. Il y a le côté plus communication. Donc, j'imagine, Caroline, tu es très familier très bien dans la communication. Et ça, pour ma part, j'étais en fait un des chargés de la communication pour notre délégation l'année précédente. D'accord. Et c'est ça, c'est moi qui s'occupais de ça avec Lisa, qui est en fait... une des chargées du CA en ce moment qui va s'assurer que tout le monde est bien accueilli
au campus de l'Université Laval l'été prochain. Et ça, on s'occupait de la communication. Donc ça, c'est faire les annonces sur les réseaux sociaux, sur les événements qu'on va faire. Puis aussi, c'est des opportunités pour contextualiser un peu plus l'Union européenne, pourquoi on fait ça. Donc il y a aussi ça, c'est un peu pour la chefferie recrutement, pour les membres et la chefferie communication, financement, et pour tous, le côté académique et expérience. Super. Il y a une question qui vient de me passer par la tête. Tu as parlé de rencontres. Ça commence quand à peu près? Parce que je sais que la délégation, c'est durant l'été. Ouais. C'est quand que ça commence, ces rencontres-là? T'es-tu beaucoup de temps avant la délégation? 2-3 mois? Une semaine? Non, c'est une blague. En fait, on a 2 vagues de recrutement. Puis notre deuxième vague de recrutement là, commence au mois de janvier. Puis dès que la vague de recrutement termine, puis qu'on a fini de passer les entrevues, tout le monde va avoir eu sa réponse pour leur dire qu'ils ont la chance de faire partie de notre délégation. Puis à ce moment-là, on va établir le plan à quand on se rencontre, quand que le monde est disponible. Puis on commence, c'est quand qu'on commencerait les rencontres? Idéalement en février. Parce que ça, c'est une des choses qu'on voulait vraiment reprendre pour être sûr que la délégation SPEC soit le plus établie possible à long terme à l'Université Laval. C'est de commencer le processus justement de formation puis de financement plus tôt. Okay. Donc, tu sais, avant, c'était mars, avril que les choses se concrétisaient. Donc, on a essayé d'évancer ça un peu plus, comme ils font aussi en Europe, parce que eux, c'est un peu plus formalisé. Ils ont vraiment beaucoup de demandes de participation, puis des comités de recrutement, etc. Donc, c'est ça, on veut comme les rattraper un peu dans ce processus-là. Ouais. Une question là, de même, est-ce que c'est intimidant justement d'être présent avec tous ces Européens-là qui sont quand même assez préparés. Puis, veux pas, ils baignent là-dedans. Là, ils arriveraient dans une simulation parlementaire à Québec, ça serait différent aussi. Oui. Ben là, nous, l'année dernière, c'est sûr qu'ayant commencé une formation quand même assez tard, on a vécu un petit choc au début parce qu'on était dans un pays étranger, décalage horaire à fond. Et boy, c'est je vais pas vous mentir. On a veillé beaucoup à Paris la veille. Improvisation mix. Ouais, fait qu'avant de prendre le TGV, là, on n'était pas super en forme. Fait que ce qui a fait en sorte que on était surpris du niveau des Européens. Tu sais, eux étaient chez eux. Puis ils connaissaient vraiment leur stock. Mais cette année, en commençant plus tôt notre préparation, puis en ayant des rencontres en vrai qui sont concrètes, ça va vraiment permettre de pallier à ce côté-là, puis de faire en sorte que nos agents, les membres de notre délégation soient prêts. Okay. Puis, du côté du décalage horaire, c'est pas nous, là. C'est pas nous qui va le ressentir. On le passe au suivant, là. Non, c'est à leur tour de prendre le red eye, comme on dit. Oui. Mais non, c'est ça. Il y a aussi le côté où on essaie de chercher le plus possible la parité, comme ils disent, entre Canadiens et Européens. C'est difficile. C'est ça, c'est difficile, exact. C'est difficile, oui. Parce que, c'est sûr, c'est comme, il faut que les délégations se renouvellent. Et du côté Canada, c'est pas tout le temps évident, surtout quand c'est arrivé avec la pandémie. Donc, c'est ça, il veut aller chercher le plus de monde possible pour que, justement, il y a encore ce lien transatlantique. Okay. Donc, c'est ça. Puis, c'est aussi un de nos buts, c'est de non seulement garder une bonne communication avec toutes les autres universités québécoises et on espère aussi des universités canadiennes qui vont peut-être se rajouter. On croise les doigts. Pourquoi on a un côté un peu plus canadien. Mais je dis ça comme si il faut qu'on soit les coudes serrés contre les Européens. Non, pas tout. Je vous dis tout de suite, même si c'est anecdotal, c'est juste une édition qu'on a participé. On était hyper bien accueillis. Super. Par les Européens. Que ce soit les Belgiques, les Belges, les Français, même les Marocains, ils n'étaient pas gênés avec nous. Là. Même avec ce qui s'est passé à ce moment-là de l'année, il n'y avait pas de gêne, ils étaient hyper amical. On a juste eu à imiter souvent des accents, là, mais à part ça va. Côté personnel, c'est quoi que ça implique la délégation? Ouais, personnel et expérience. Là, le côté le plus nice. C'est ça que j'attendais, en fait, ma partie préférée du podcast. Vraiment, nous, parce que de parler de nos expériences, ça va montrer directement là, à quoi vous attendre. Tu prends l'avion, OK? Tu t'en vas dans un pays étranger
où tu t'en vas dans une auberge jeunesse à Québec parce que tu restes, tu sais, quand tu fais partie de l'ASPEC, tu dors avec les gens qui font l'ASPEC. Même si je viens de Québec, par exemple. Absolument, absolument. Tu dors ici quand tu participes à l'ASPEC, tu manges avec les gens qui participent à l'ASPEC, puis c'est comme une expérience, tu rentres dans un monde, OK? Puis nous, en le faisant à l'étranger, ce que ça impliquait, c'est que, puis là, ça va faire la même chose avec les gens qui vont arriver d'avance en Europe, on a des jours de pré-spec. Ce que ça veut dire, la pré-spec, c'est plaisir. OK. Parce que là, il n'y a pas de stress encore. Fait qu'on s'amuse, on se réunit en délégation avant la spec. Tu fais un peu de team building, tu connais, tu rencontres les gens de la délégation. Nous, on s'est rencontrés à Paris. On a pu s'amuser au Louvre. On a pu... dans notre délégation, les memes étaient très populaires au sein de notre groupe. Et à un moment donné, on en a fait un où c'est ça, c'est moi et Horace dans la laveuse de notre Airbnb à Paris. On a fait une petite escale justement pour être capable d'aller au Luxembourg. C'est moins évident d'y aller directement. Fait qu'on a dû faire quelques jours avant à Paris. Et dans notre Airbnb, la laveuse marchait pas. était cocasse. Ça marchait moins bien, mettons. Moins bien. Fait que là, on était les deux penchés pour figure out la machine. Et là, les autres membres de la délégation qui étaient avec nous, ils ont pris une photo de nous deux penchés. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait en premier Horace et Jacob au Louvre à partir de 11h du matin. Et là, celle-là d'après, la même image, mais qui écrit Horace et Jacob au Louvre, qui sort du Louvre à 5h du soir. Ouais, on a passé pas mal de temps là-dedans. Mais c'est immense aussi, là, comme absolument, musée. Absolument. Puis, tu sais, là, c'est juste parce qu'on était en Europe, mais le côté qui est le plus nice vraiment pour l'expérience, puis qu'on va retrouver fois 1000 ici, parce qu'en plus, on va avoir le bonheur de faire découvrir le Québec aux autres. C'était ça ma question. Là, ouais. Là tu sais, l'avantage, un des faits attrayants, c'était justement que tu voyages en Europe. Absolument. Puis tu vis une simulation, mais ce serait quoi, mettons, les arguments pour convaincre justement les Québécois? Non, faites-la, même si c'est à Québec, justement, c'est vraiment avantageux. Ah, puis c'est complètement différent. C'est même, à mon avis, c'est un plus parce que, comme je viens de dire, si on a la joie là, de montrer le Québec puis aux gens, nous, déjà, on connaît tout ce qui est proche. Imaginez-vous amener 100 Européens au DAG. Ça va être ta responsabilité, pas la mienne. Ouais, je sais pas si j'ai envie de mettre les pieds là, mais au pire, je les envoie là tout seul. Là. Leur faire découvrir Grand Allée, on va exactement, on va dire ça comme ça. Puis c'est juste de leur montrer des expériences en général qu'on a au Québec, puis des attractions touristiques que nous, on baigne dedans depuis qu'on est jeune. Puis pour eux, c'est complètement exotique. Puis c'est vraiment, c'est de voir un peu ces étincelles-là dans les yeux des Européens quand nous, on les avait, qu'on allait les voir. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr qu'il y a un gros dialogue interculturel avec eux qu'on va retrouver là, dans nos emplois plus tard. Je dis nos emplois, les gens du Biapri qui veulent travailler plus en relations internationales, ben si vous voulez faire affaire à l'international, il va falloir faire affaire avec les gens qui viennent de là. Fait que c'est vraiment super pertinent. Oui, tout à fait. Avoir des contacts, avoir un peu de réseautage. C'est sûr, je m'implique dans le CA pour l'ASPEC, mais n'empêche que, à part le CA, j'ai pris beaucoup contact avec justement des personnes qui sont à des universités dans l'Union européenne, qui s'impliquent de telle façon. Il y a peut-être une opportunité qui va s'offrir à moi éventuellement dans l'avenir. Donc, encore là, il y a une autre belle opportunité à rencontrer des gens, à accueillir des gens. L'instinct de guide pour nos touristes de l'Europe. Ça, c'est quelque chose que j'ai très hâte de faire. J'ai même l'intention sûrement d'inviter les gens à aller faire des tours dans le Vieux-Québec ou plus proche dans le campus de l'université en général, si jamais il y en a qui sont intéressés à faire une session à l'étranger. Ben oui, je vais t'acheter un petit drapeau pour que tu te promènes en guide. Ah oui, je vais préparer plein de souvenirs personnellement pour super. Des petits porte-clés, etc. Bon, un super guide touristique, allez voir Jacob. Yes. Pour le côté plus... là, on a parlé de la pré-spec, mais pour la spec en général, c'est quoi
les implications plus personnelles, expérientielles. Je pense qu'on en a parlé un peu, mais oui. il y a aussi, Ben, du côté personnel, c'est des rencontres qu'on va faire qui vont faire partie de notre réseau professionnel plus tard. Si vous n'avez pas un, avant l'ASPEC, faites-vous un LinkedIn. Okay. J'en avais pas un avant. Je l'ai fait pour l'ASPEC, puis je me ramasse à avoir 10 relations en commun avec l'ambassadeur de Belgique, par exemple. Puis ça fait en sorte que c'est des contacts après ça que tu vas pouvoir avec qui tu vas pouvoir parler pour des stages, pour des futurs emplois. Puis ce côté personnel, c'est vraiment là, on se fait des amitiés qui vont durer là, puis c'est des gens qui viennent au Québec. Si tu vas en Europe, tu vas pouvoir les rendre visite là, c'est incroyable. Oui, ça, je rajouter un petit point sur les représentants pour des offres de stage. J'ai encore les contacts qu'on avait eus de représentants non seulement de l'OIF durant la simulation de l'édition 2023, mais aussi une des déléguées du ministère des Relations internationales qui est dans la mission du Québec à Bruxelles. Elle s'appelle Stéphanie Roy, dans mon souvenir. J'ai eu une super conversation avec elle, puis elle m'a vraiment inspiré de continuer mes efforts à trouver un emploi étudiant ou peu importe, qui a justement en lien avec les relations internationales dans la fonction publique. Donc, ouais. Super. En terminant l'épisode, c'est quoi les sujets qui vont être traités pendant la simulation en 2024? Avez-vous déjà un teaser? Ou... Oui, un petit teaser. Un petit disclaimer aussi. Habituellement, ce qu'ils font, le pôle académique, comme ils l'appellent au CA, c'est eux qui s'occupent de créer les sujets. Et eux, ils doivent rester vraiment à l'affût de l'actualité de l'Union européenne pour créer leur sujet. Donc, c'est pas des sujets qui vont dater de 10 ans ou peu importe. C'est vraiment des sujets récents. Et pour cette année, 2024, le premier, ça va être par rapport à la violence dans le système éducatif et familial. Donc, mettons toutes les méthodes peut-être plus traditionnelles d'encadrer l'éducation d'un enfant. Il y a aussi la politique de transport ferroviaire parce que, contrairement à ici où on a une culture très automobiliste, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire, là-bas, le train est encore hyper important. Vous pourrez trouver un graphique, une carte à quelque part sur Internet qui compare notre réseau ferroviaire comparé à leur. Ouais. Mais c'est ça, ils ont une tendance automobiliste comme nous en ce moment. Là. Puis en dernier, c'est la politique d'immigration et d'asile. Ça touche directement le biapri. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés, Croix-Rouge, tout ce qui est, c'est ça, droit international, pénal, humanitaire, les gens qui ont suivi le cours, c'est un plus. Ceux qui l'ont pas fait, pas grave. Fait que vraiment passionnant. De très d'actualité aussi en ce moment avec tous les flux immigratoires ainsi que les montées de régimes politiques en ce moment au sein de l'Union européenne puis d'autres pays de l'Europe qui sont moins attachés à une immigration forte. On le voit de plus en plus dans certains exemples en Europe. Donc, c'est ça, tous des sujets qui touchent un peu la géopolitique, qui touchent un peu les valeurs ancrées de l'Union européenne. C'est ça, il y a énormément de sujets qui peuvent ressortir de ça. Ouais. Super. Ben, merci les gars. L'épisode tire déjà à sa fin. Puis la conclusion de cet épisode-là marque la fin de la 2e saison d'A priori. Merci beaucoup les gars pour votre participation au dernier épisode de la saison. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à ceux et celles aussi qui nous ont écoutés tout au long de la saison. Puis sur ça, je vous dis à bientôt pour, et oui, la 3e saison d'A priori. Donc à bientôt.